On va passer à la table ronde qui, véritablement, j'ai l'impression de radoter peut-être, mais je le dis peut-être tous les ans, mais va être extrêmement intéressante sur l'éthique des affaires. J'ai la grande joie d'avoir 6 intervenants de qualité avec des visions, des endroits, comme on dit, d'où ils parlent, qui vont être très différents et qui vont être complémentaires. Donc je voudrais qu'ils me rejoignent tout de suite. On va rester dans la haute valeur ajoutée, donc dans l'humain. J'appelle Anne Droissard, Xavier Hubert, Dominique Lamoureux, Sophie Nerbonne, Alexandra Romer et Gilles Vermotte-Desroches de me rejoindre, le temps que je retrouve mes petits papiers. Et vous vous asseyez en face de vos noms, comme ça, tout le monde pourra. Tu veux te laisser. Alors, je vais quand même présenter nos intervenants. Sophie Nerbonne, vous êtes directrice chargée de co-régulation économique à la CNIL. J'ai à votre droite Anne Droissard, conseil en gestion de patrimoine, déléguée régionale chez Le Conservateur. Et puis vous regardez justement tout ce qui va être investissement, financement et tout ce qui est extra-financier, le social, le sociétal. On va en parler ensemble. Xavier Hubert, directeur éthique, compliance et privacy chez Engie. Dominique Lamoureux, qui est président du cercle d'éthique des affaires, qui était jusqu'à 8 jours, le directeur éthique et responsabilité chez Thales, et qui vient, là on a une info, qui vient d'être nommé membre du conseil stratégique de l'AFA. C'est la journée de l'AFA décidément. À votre droite, nous avons Alexandra Romer, qui est associée au sein de CMS Francis Lefebvre avocat. Et puis, il me reste à dire la bienvenue à Gilles Vermotte-Desroches, qui est directeur développement durable chez Schneider Electric. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être présents. Vous avez une salle qui est là pour vous écouter. Je vais juste vous poser quelques petites questions qui sont toutes simples, puisque on a une régulation, une réglementation, on a pléthore de textes qui arrivent, une réglementation qui est vraiment pléthorique, qui arrive de partout, et pas seulement de France, qui arrive aussi d'Europe, qui arrive aussi de nos amis américains. Face à tout ça, et je vais peut-être commencer à poser la question à Xavier Hubert, au sein de l'entreprise Engie, face à toutes ces réglementations-là, comment on arrive à articuler, orchestrer, il y a le social, il y a le sociétal, il y a la conformité, la compliance, suivant si on parle français ou anglais, la corruption, la fraude, la data privacy. Comment est-ce qu'on arrive à prendre dans une petite entreprise comme Engie, toute petite, avec pas grand monde, tous ces sujets et à les faire vivre, Xavier? Écoutez, merci. C'est un combat quotidien en réalité de pouvoir faire vivre ces sujets. Je dirais que le point en fait, essentiel sur lequel moi je voudrais insister pour répondre à votre question, c'est de dire qu'on est sur un monde réglementaire, de régulation et de réputation qui fondamentalement change et a changé. Et qu'on est passé de la structure responsabilité sociale environnementale, CSR, la partie du déontologue historique, la partie des sujets un peu connexes, la data, etc., sur un monde qui fondamentalement maintenant est construit sur quelque chose, non pas de nouveau, mais qui est nouveau pour les entreprises françaises, qui est le monde de la compliance. Si vous regardez exactement l'évolution de l'ensemble des législations françaises, internationales, enfin européennes et mondiales, tout tourne autour de la notion de compliance. C'est-à-dire que vous faites de la data privacy, que vous luttiez contre la fraude ou la corruption, que vous fassiez du devoir de vigilance, que vous travaillez sur l'embargo, l'export contrôle, tous les systèmes et tous les sujets de sanctions internationales. Le point commun aujourd'hui, c'est la mise en place de process internes. De process internes qui vous permettent de vous assurer, d'une part, pour la protection de l'entreprise et pour la protection des dirigeants de l'entreprise, que l'ensemble des réglementations, des régulations sont respectées, et que vos règles internes sont respectées, que d'autre part, vous avez des mécanismes qui vous permettent à vous de les piloter, de voir ce qui se passe. Donc fondamentalement, l'évolution des règles aujourd'hui, c'est celle-ci. Et quand on rentre, par exemple, je m'occupe également du secret des affaires, de la conception et du déploiement du secret des affaires au sein de l'entreprise.
les process qui sont derrière, c'est exactement la même chose, c'est des process de compliance. Donc je pense que là, la nouveauté, elle est là. C'est comment aujourd'hui on travaille sur le sujet. Le sujet, c'est plus de travailler en silo, de travailler sur les différents domaines, un peu comme le directeur juridique versus la compliance, versus l'audit, versus le contrôle interne. Aujourd'hui, on est sur quelque chose d'extrêmement transversal, qui est la compliance au sens général, avec différents appartements. Mais l'ensemble de ces appartements repose sur les process communs. C'est la stratégie aujourd'hui. Et quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit que ça doit être aussi dans l'ADN de l'entreprise. Alors, c'est une phrase, mais comment on fait en fait pour que cette compliance au sens large, telle que vous l'avez définie, qui implique un langage, des comportements, des valeurs, arrive à transparaître dans l'ADN de l'entreprise aujourd'hui et bien sûr demain avec tout ce qui est turnover, entrée et sortie des collaborateurs. Ouais. Enfin, il n'y a pas de méthode ou de secret de fabrication en la matière. C'est d'abord l'ADN, ça passe par le top of the top, c'est-à-dire qu'il faut de toute façon c'est un engagement directement des dirigeants du groupe, du conseil d'administration, des boards et du COMEX. Si vous n'avez pas ça derrière, si vous n'avez pas la conviction et porter cette conviction par ces structures-là, vous pouvez pédaler tel le hamster, mais ça ne sert strictement à rien. Premièrement. Deuxièmement, ça veut dire aussi que le message redescend directement sur l'ensemble des structures du groupe, des décideurs, des managers, etc. Donc ça veut dire qu'il faut les prendre un par un, sous les formes de formation, des sensibilisations. Et il ne suffit pas de dire, il y a la loi Sapin 2, je vais vous l'expliquer, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est quoi les enjeux du groupe en matière de compliance et de conformité. Et deuxièmement, de parfaitement faire comprendre une chose à l'ensemble des équipes, c'est qu'on peut se battre pour gagner les marchés, pour être innovant, pour être sur des nouveaux secteurs stratégiques. Mais si, in fine, c'est pour tout perdre en quelques heures, tout simplement parce que j'ai fait quelque chose qui, in fine, soit relève de la corruption, de la fraude ou du non-respect des règles en matière d'embargo, c'est-à-dire que c'est éminemment, c'est complètement inutile. Donc ça veut dire que la stratégie même est dans un monde où la réputation est absolument fondamentale. Et pour une simple question de réputation, vous pouvez perdre des marchés, mais vraiment des marchés ou même des contrats. Ça veut dire qu'il faut absolument dans votre business plan, dans le business model, intégrer cette notion d'éthique et d'en faire aussi un élément de stratégie et de développement. Et quand vous êtes sur des offres, des marchés publics ou des opérations avec des co-investisseurs sur des montants extrêmement importants ou sur des opérations extrêmement importantes et extrêmement sensibles, un des points qui est aussi majeur sur le sujet, c'est évidemment votre capacité à pouvoir être totalement compliant. Je vais prendre un exemple. Aux États-Unis, on a gagné le marché de toute l'efficacité énergétique et énergétique d'une très grande université américaine. Je ne sais pas le nom. Donc, c'est un partenariat sur 20 ans. On produit toute l'énergie, on produit toute l'efficacité énergétique, on produit tous les systèmes de gestion des data internes, etc. On a passé un mois, entièrement un mois, une personne de mon équipe uniquement sur la partie compliance. Un mois. À répondre, mais alors des dizaines et des dizaines de questions, et de questions sur les questions, et de questions sur les questions, des questions, etc. C'est-à-dire, et fondamentalement, si on avait eu un début de codicile non correct, on perdait tout. Donc, c'est-à-dire que là, l'enjeu, il est vraiment fondamental. On parlera tout à l'heure des investisseurs et du financement avec Anne Droissard. Je voulais rester sur l'ADN et aller vers vous, Gilles Vermote, sur comment est-ce que depuis, alors c'est vrai, et c'est reconnu par des tiers externes, comment est-ce que Schneider, un petit micro, comment est-ce que Schneider Electric, qui d'ailleurs avait démarré ma vie dans les années 80 sur ces sujets-là, et c'est assez intéressant parce qu'on a carrément une étude live des 40 dernières années pratiquement sur tous ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces 40 dernières années, comment est-ce que vous avez vécu et comment vous avez essayé de forger une ADN, une culture sur l'ensemble de ces thématiques compliance? Merci de m'avoir invité. Alors, vous l'avez bien repéré dans le cadre de la présentation des gens de sa table ronde. Je suis le directeur développement durable de la table ronde, c'est-à-dire le troublion non juriste, qui fait face à que des regards de juristes qui vont bien se demander ce que non-juriste peut dire sur ce sujet. La compliance, c'est clé. Ça vient d'être dit par mon collègue d'Engie. Schneider a une tradition, au fond, qui tient en trois choses. La première, qui est de dire que la compliance ne fait rêver personne. Ça, c'est dit. Et que, je vous remercie pour ça. Pour attirer les gens dans l'entreprise, probablement, si on est sur des mots, après on sait bien quel sens on y donne, la question de la vision et de la responsabilité de l'entreprise est clé. Et que la compliance, c'est un outil de cette responsabilité de l'entreprise. Et qu'au fond, toutes les déterminations légales qui existent dans tous les pays où on opère
Schneider est présent dans 120 pays, sont à respecter partout, bien évidemment, mais sont secondes par rapport à un corpus de réflexion globale de l'entreprise, indispensable à signer pour y rentrer, qui donne un peu la vision de ce qu'est cette entreprise et ce qu'elle veut apporter au monde, y compris dans sa manière d'opérer. Le deuxième point qui est très lachmanien, pour prendre le nom de l'ancien président de Schneider, c'est qu'on n'a qu'une seule responsabilité. Et donc Schneider n'a jamais publié aucun document sur l'éthique des affaires sans parler dans le même document de la discrimination homme-femme dans l'entreprise, de l'engagement environnemental de l'entreprise, et au fond de dire à chaque leader, manager ou salarié que tout ne procède que d'une seule responsabilité, l'esprit de responsabilité qu'on veut partager avec tous les gens de l'entreprise, et qu'il n'y a pas une manière de le vivre à l'extérieur dans sa relation commerciale qui ne serait pas la même manière que d'engager la relation avec ses collaborateurs, que l'un, puisque le premier est plus sujet à l'observation extérieure et à un certain nombre de risques, il est plus important que le second qui, à l'époque, puisqu'on parle des années 80, 90, 2000, était moins suivi qu'il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est tout autant objet de risque, le harcèlement dans l'entreprise, etc. Et donc Schneider Electric, au fond, vous me faites intervenir au lendemain d'une semaine, enfin de 3 jours qu'a eu lieu à Berlin la semaine dernière avec à peu près le même nombre de gens que vous, de dirigeants, pour publier un document que vous ne voyez pas encore parce qu'il n'est pas encore publié, qui s'appelle « Nos principes de responsabilité », qui n'est ni un code de conduite, ni l'éthique des affaires, ni une charte d'éthique, qui est le document fondamental de Schneider en 60 pages, qui répond pour chaque collaborateur et pour toutes nos parties prenantes, il est public, sur comment Schneider s'engage dans la relation commerciale avec ses clients et avec ses fournisseurs, comment à l'intérieur de l'entreprise se vivent les enjeux de harcèlement, de discrimination, d'inclusivité, etc. Comment l'entreprise gère la cybersécurité, puisque c'est une partie de son business, et la data privacy de ses collaborateurs. Comment l'entreprise aujourd'hui prend à partie la question des taxes et se donne un squelette de réflexion intellectuelle sur comment elle paye ses taxes, pour se dire que l'on procède culturellement d'une seule responsabilité, qu'elle se traduit évidemment en cohérence avec les lois localement qui sont toujours à respecter, mais que ce qui est attractif pour l'entreprise, c'est la vision du futur que l'on peut avoir, incluant et notre business et notre manière d'opérer. Et ce document, il est fait à 4 mains, je finirai par là. Il est porté par le directeur juridique de Schneider Electric, qui est évidemment le patron de l'équipe de compliance, le directeur de l'audit interne, le directeur de la sécurité des biens et des personnes de Schneider, et puis le directeur du développement durable, qui a aussi lui-même un réseau, qui est le réseau des éthiques ambassadeurs, ceux qui sont dans toutes les organisations les tenants de ce document global, à la fois pour les nouveaux venus de l'entreprise, mais aussi pour le déployer partout. L'idée de se dire que c'est un document attractif et que, en donnant cela, l'ensemble des équipes compliance qui ont un travail très précis à faire, et singulièrement dans l'équipe des affaires, le fondent sur une démarche plus grande qui est celle de la responsabilité que Schneider entend partager avec tous ses collaborateurs. D'accord, donc vous êtes sur cette éthique de responsabilité chère à Max Weber, plutôt que sur l'éthique de conviction qu'on peut voir chez d'autres entreprises qui ont fait, on en parlera avec Dominique Lamoureux, un peu d'abord du marketing, et on repeint en vert, comme on dit, leur rapport annuel il y a une dizaine d'années, et qui n'était pas vraiment sur, il y a une quinzaine d'années, on verra avec Dominique juste ce qu'il en pense et un peu plus, vraiment très précisément sur cette responsabilité-là de tout à chacun sur l'ensemble des sujets, et pas sur un sujet plus que l'autre. Puisque vous m'avez pris sur l'histoire, je peux faire 2 mots d'histoire. Pourquoi Schneider fait ça dès les années 80 ? Il y en a quelques-uns qui étaient là à cette époque-là, parce que dans les années 80, et c'est arrivé à très peu d'entreprises, Schneider a eu son président en prison en Belgique. Et que pour une entreprise à cette époque-là, c'était quand même un événement pas neutre. Depuis, je vous rappelle qu'il a été blanchi, que Schneider Electric a été blanchi, qu'il n'y a eu aucune poursuite de cet acte-là. Mais cet acte-là, à ce moment-là, a eu des conséquences. Ça s'est appelé la charte de management signée par tous les managers de Schneider Electric.
manière de faire ouvrir ce sujet. Il se trouve que depuis, Schneider n'a pas été suivi de manière très forte sur des sujets juridiques, mais que nos plus grands concurrents européens viennent quand même de peiner fortement sur ce sujet. Si on prend, c'est pas dire du mal d'eux, de ses confrères, de dire que Siemens et ABB ont quand même vécu des moments difficiles sur ces sujets-là. On peut dire que quand on est confrères, voilà, on est dans le même stade et qu'on connaît un petit peu ce que vivent les autres et qu'on se dit que ça peut faire école chez nous et qu'il vaut mieux travailler un peu avant qu'après. Deuxième point. Et troisième point, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est assez intéressant d'écrire ce document global de l'entreprise. Il se trouve que, sans être géostationnaire, j'ai été l'acteur de l'écriture de celui de 2004, de 2008, de 2009 à 2014 et celui-ci. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont centraux dans celui-ci, qui n'existaient pas dans ceux d'avant. Un exemple ? En termes de responsabilité entreprise. Par exemple, la question de la data privacy dans l'entreprise est un sujet à peine abordé dans le document de 2014. La question d'une entreprise qui s'engagerait profondément contre la non-obsolescence de ses produits, etc., dans des enjeux d'économie circulaire, était un sujet qui n'était pas du tout traité, documenté il y a 5 ans. La question du harcèlement sur le lieu de travail est un sujet, quand vous prenez tous les documents structurels des entreprises qui ont l'habitude d'en faire, L'Oréal est une entreprise qui, un peu comme Schneider Electric, fonctionne dans ce mode de fonctionnement-là. Dans les documents précédents, ça n'existait pas, c'est un élément central aujourd'hui. C'est assez intéressant de voir comment ces documents constitutifs, moi j'ai l'habitude de dire chez Schneider, une grande entreprise comme nous aujourd'hui, présente dans tous les pays du monde avec 160 000 salariés, c'est un peu comme un État. Il y a à la fois des valeurs, comme liberté, égalité, fraternité, à la fois une constitution, des lois et puis des réglementations. Ce document, c'est un peu la constitution de Schneider Electric. Et ben, force est de constater qu'en 20 ans, les sujets de cette constitution sont différents, mais il me paraît essentiel de les mettre, un, au goût du jour, et deux, de les publier, de les rendre centraux dans l'entreprise. À partir de maintenant, l'ensemble des collaborateurs de Schneider Electric, même les cols bleus, dans les 6 mois qui viennent, ont l'obligation d'un e-learning d'1 heure sur ce sujet-là, pour bien entendre quel est le sujet qu'on dit. Après, vous comme moi, vous savez que le mouton noir restera un mouton noir, et que probablement, ça sera le premier à le signer en disant qu'il est d'accord. C'est pourquoi, en rentrant dans ces logiques-là, Schneider Electric crée aussi 2 comités, enfin a 2 comités, un comité de fraude et un comité disciplinaire, parce qu'on peut porter de manière positive des valeurs et considérer qu'elles constituent l'épine dorsale, le squelette de l'entreprise, pour que ça soit pris au sérieux par tout le monde, pour qu'on soit dans le walk the talk, il faut quand même bien se trouver les moyens pour que ceux qui en divergent de manière trop profonde aillent voir ailleurs si le monde est plus beau. Merci beaucoup. Il y a un comité de fraude qui est piloté par l'audit et un comité de sanctions qui est disciplinaire qui est piloté par les RH. Alors, je ne crois pas qu'il soit souhaitable et raisonnable de vouloir que l'ensemble des présidents aillent en prison en Belgique, pas en France, en Belgique, pour qu'on puisse sensibiliser l'ensemble des acteurs. Donc aujourd'hui, Dominique Lamoureux, cette prise de conscience, on en a parlé, hein, vous avez, à travers, soit chez Thales, soit à travers le cercle d'éthique des affaires, constaté, je disais 15 ans, mais votre nom verbal disait 20 ou 25 ans, cette évolution de ce marketing un peu de ces éléments-là qui est devenu aujourd'hui un enjeu stratégique majeur, et on va le voir après plus précisément sur d'autres sujets comme par exemple la data privacy et le RGPD. Oui, Olivier, je crois que c'est vraiment important. Ça fait donc 19 ans que je suis chargé de l'éthique dans un groupe comme Thales. Et ce que j'ai constaté, c'est cette mutation formidable entre la cosmétique, hein, où le proche que j'ai sorti début des années 2000, mon premier rapport responsabilité d'entreprise, la directrice de la communication m'a fait une superbe couverture avec des petites fleurs bleues, des petites trucs bleus et des petites plantes vertes, en disant ça fait éthique, c'est environnemental. J'ai dit à la charmante, toujours très bonne relation entre le juridique et la communication dans les groupes. Et j'ai vraiment dit tu sais Sylvie, on peut jeter ton rapport parce que tu en retires toute sa substance. Mais je crois que ce que j'ai vécu, c'est les 3 phases qu'on a de cette
cosmétique où on allait une petite déclaration du président, un petit ton de forme de top, voilà, écrit par d'ailleurs un consultant. C'était pas mal. Non, non, alors, la com, vous attaquez, mais pas les consultants. Hein? Vous attaquez pas les consultants. Oui. C'est parce que la direction juridique n'était pas préparée à ce genre de sujet. Et alors ensuite, on est passé au risk management. Alors là, on a compris, il y avait quand même un certain nombre de législations. On a d'abord la corruption, la convention de CDE, puis on a commencé à mettre les process, etc. Et puis là, je crois, et pas seulement pour quelques entreprises particulièrement avancées, d'en voir la dimension stratégique, de voir comment d'abord c'est une ardente obligation, et pas uniquement parce qu'il y a SAPA 2, RGPD, etc., devoir de vigilance, mais parce que on est dans une nouvelle gouvernance impose aux entreprises au niveau mondial, qu'il y a de nouveaux acteurs, il y a de nouveaux législateurs, il y a des nouveaux contrôleurs. Et comprendre que le terrorisme, pardonnez-moi le sujet, de la transparence contribue à établir cette ardente obligation. Maintenant, est-ce que ça ne serait pas idiot d'en faire un avantage compétitif, et parce qu'on sent que nos clients, nos actionnaires, y compris M. Larifique, dans sa lettre, ou le dernier rapport du Boston Consulting Group d'il y a un an, pour dire attention, vos collaborateurs, les futurs employés, le consommateur va avoir besoin que vous puissiez lui démontrer que vous êtes une entreprise responsable. Et je crois aussi, que je voudrais ajouter, Olivier, c'est de dire attention, et surtout nous Français, attention de ne pas croire que c'est l'administration, le Parlement qui va nous dire les règles à suivre. En fait, je crois qu'on a une espèce de trend qui mène à ce que la responsabilité de l'état du monde, de la gouvernance du monde, repose sur les entreprises. Alors, j'exagère, je sais bien que j'exagère, mais la crise des institutions, la crise du multilatéralisme, la crise des grandes organisations internationales font qu'on a un peu tendance à transférer beaucoup de responsabilités. Moi, je trouve que c'est illustré par les ODD, les 17 objectifs de développement durable, c'est de dire un peu aux entreprises, voilà, vous refaites un monde, améliorer la gouvernance du monde. Là, je pense qu'il ne faut pas qu'on aille trop loin. Dans cette intégrité, dans cette nouvelle responsabilité, on n'a pas à aller trop loin. Il faut que les gouvernements jouent leur rôle. Et je reviendrai à John Ruggie, protect, respect, remedy. C'est aux États d'aller mettre en place les systèmes pour qu'on respecte les droits de l'homme, qu'on respecte les droits du travail, qu'on respecte l'environnement, qu'on respecte la propriété intellectuelle, qu'on respecte du commerce. Et ce n'est pas aux entreprises d'aller, et on les condamne, d'aller faire les gendarmes du monde. Transfert un petit peu trop important vers les entreprises sur ces responsabilités-là. Ouais, totalement inadapté. Sophie Nerbonne, on va être sur un des sujets qui est celui de la donnée personnelle. Alors, ce n'est pas tous les sujets de compliance, ce n'est pas tous les sujets qu'on a traités, c'est un des sujets, comme l'a dit Xavier Hubert, c'est la compliance au sens large, mais la data privacy, le RGPD est un sujet important, qui est à la fois nouveau et pas tout à fait nouveau. J'entendais 2014, c'était pas le sujet, mais il me semble qu'en 78, il y avait quand même quelque chose que la CNIL avait fait, de mémoire. La loi date de 78 en exactement. France, effectivement. Donc, on en est où? Allez, on est à un an, je vais dire commémoration, pour pas dire anniversaire, du 25 mai 2018. On en est où aujourd'hui sur cette prise de conscience dont parlait Dominique Lamoureux, aujourd'hui des entreprises que vous voyez à la CNIL? Alors, effectivement, sur le plan réglementaire, on peut dire que 2018 aura été l'année du RGPD. On en a énormément parlé. Vous avez tous reçu des montagnes de messages demandant votre consentement. On finissait par ne plus savoir pourquoi. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, en France, en particulier, où la loi informatique et liberté existe depuis 1978, 41 ans, le RGPD, l'effet RGPD a été effectivement la prise de conscience de ce qu'il y avait une loi sur la protection des données personnelles, qui jusqu'à présent était une petite fantaisie que les juristes en entreprise aimaient pouvoir pratiquer. On les laissait traficoter en considérant que c'était pour se faire plaisir, quand on voulait bien s'y intéresser. Or,
ce qui a changé, c'est quand même le monde dans lequel nous vivons. C'est effectivement la digitalisation, la transformation de la société, des modèles économiques, de nos comportements. Et au cœur de tout ceci, il y a effectivement la donnée, et principalement effectivement les données personnelles, qui permettent d'identifier nos profils, nos comportements, et qui sont au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. Et ceci, tous secteurs confondus. Que je parle effectivement des secteurs à premier niveau qui sont disruptés en premier lieu, que ce soit effectivement, mais enfin je ne vais pas les passer en revue, mais jusqu'à l'agriculture, tout le monde est concerné. Et ceci, je crois que la prise de conscience, elle est présente, qu'effectivement ce rôle de la donnée est prépondérant. Et à partir de là, la réglementation sur la protection des données personnelles, elle a pris effectivement, bien évidemment, des enjeux stratégiques qui expliquent que, au sein des entreprises, les désignations de ces fameux délégués à la protection des données, eh bien, est vu un nouveau mercato. Parce qu'effectivement, on a procédé, il y a plus de 50 000 organismes qui ont désigné des délégués à la protection des données en un an. Vous vouliez des chiffres de bilan, le fameux DPO, tout à fait. Et celui-ci, effectivement, est l'expert, l'interface qui est chargé de casser les silos dans l'entreprise pour éviter qu'effectivement la direction marketing, qui a toujours, on le sait, une imagination débordante, ne veuille court-circuiter la direction juridique qui, elle, ne comprend pas ce que lui dit la direction des services informatiques. Et ce DPO va être chargé justement d'animer les projets de l'entreprise en y intégrant dès l'origine ce fameux concept du privacy by design, c'est-à-dire intégrer dès la conception d'un produit, d'un service, de son système d'information, les principes de protection des données. Pourquoi ? Tout simplement parce que si ce n'est pas fait, on voit ce qui se passe, c'est-à-dire que dans les contrôles que l'on fait, sont des constantes le fait qu'il n'y ait pas de durée de conservation, qu'il n'y ait pas de mesures de sécurité ou que les mesures permettant aux personnes d'exercer les droits ne soient pas tout à fait efficientes, et que donc il faut rattraper, alors qu'en anticipant et en ayant intégré ceci dès le départ, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Donc je dirais que la prise de conscience, elle est là, et il y a effectivement tout un travail qui, quand bien même les principes de protection des données n'ont pas changé, ce sont les mêmes depuis 40 ans, par contre ce qui a changé, c'est effectivement le processus de compliance dont on parlait, à savoir cette notion d'accountability. Vous êtes tous accountable, responsables, et qu'est-ce que ça signifie ? C'est effectivement la nécessité de devoir pouvoir faire la démonstration de ce que vous avez mis en place, les processus permettant d'atteindre cet objectif de respect du règlement dans ses différents principes opérationnels, par des outils qui sont aussi bien la cartographie des traitements, qui permet d'ailleurs de savoir quelles sont vos données et quelles sont vos activités de traitement, ce qui n'est pas si simple quand on superpose en millefeuille des systèmes d'information et qu'on finit par ne plus très bien avoir de visibilité. Donc c'est tout simplement le bon sens que de savoir ce dont on dispose comme données. Et à partir de là, avoir un DPO, faire pour les traitements les plus sensibles des analyses d'impact, cette notion de responsabilisation des acteurs, c'est vrai, est lourde, plus lourde que par le passé, où on pensait qu'en ayant effectué ces formalités auprès de la CNIL, on était dégagé de toute autre obligation. Vous m'avez dit quand on a préparé que, je cite, le RGPD permet de reprendre pied en termes de souveraineté par les États, et que ça a vraiment été une volonté, alors on voit le point de Dominique Lamoureux, des États de montrer qu'il faut être sérieux sur ce sujet-là. Mais quand on dit les États, le RGPD c'est quand même européen. Je n'ai quelques États qui n'ont pas envie du tout qu'on maîtrise totalement et qu'on respecte la donnée personnelle. Donc comment est-ce que dans ce monde, puisqu'on a parlé tout à l'heure de compétitivité, face aux États-Unis, sans me focaliser sur les GAFA, face à la Chine, sans me focaliser sur les BATX, mais on voit ce que fait le gouvernement chinois en termes
données personnelles. Comment est-ce que l'Europe peut dire à ces entreprises, soyez compétitifs en ayant une réglementation qui va être très dure pour elles? Alors, effectivement, là, je parlais de l'aspect opérationnel. Ce qu'il faut préciser, et vous faites bien de le rappeler, c'est la volonté politique de l'Europe que de se doter d'une arme juridique de réponse, effectivement, aux GAFAM et aux autres acteurs internationaux. Puisque le RGPD, c'est quand même un instrument qui permet de rétablir l'équilibre entre les acteurs dès lors qu'ils vont cibler les ressortissants européens. Donc un marché de 500 millions d'Européens, où que l'on se trouve dans le monde, si on veut l'adresser, il faut en passer par le RGPD. Donc ceci, c'est effectivement quand même un message extrêmement fort. Alors après, l'arme, elle est là, il faut l'utiliser. Et ça, c'est la responsabilité, et c'est tout l'enjeu de la nouvelle gouvernance européenne qui est mise en place, puisque précédemment, il existait un groupe de travail des autorités de protection des données qui s'est transformé en un comité européen à la protection des données qui a un pouvoir contraignant sur les autorités pour effectivement la résolution de contrôles, de sanctions qui seraient prises au niveau européen à l'égard des acteurs qui ne se conformeraient pas à ce texte. C'est vrai que sur le plan français, il y a eu la petite sanction à l'égard de Google de 50 millions d'euros de janvier dernier, qui adressait une partie des plaintes qui nous avaient été transmises dès le 26 mai par des associations qui regroupaient des plaintes de milliers, plus de 10 000 internautes à l'encontre de ces grands acteurs. Je crois qu'effectivement, le RGPD signe la fin d'une époque où des modèles économiques qui se sont construits sur une captation prédatrice des données des internautes va devoir rentrer dans les clous. Et il ne suffit pas que Mark Zuckerberg fasse l'apologie de la nécessité de plus de régulation en matière de protection des données personnelles. Notre homologue anglais lui a immédiatement rétorqué par voie de presse qu'il fallait d'abord qu'il paye son amende, puisque lui a également été sanctionné par l'ICO, et se mettre au pas et aille au-delà de simplement des prises de position un peu médiatiques. Donc, rétablissement de l'équilibre entre les acteurs, puisque tous les acteurs, toutes les entreprises sont maintenant mises sur le même plan. Précédemment, il est vrai que les GAFAM voulaient considérer que ce qui s'appliquait, c'était la loi californienne. Et c'était toujours un petit peu compliqué que de les attraper au travers des moyens de traitement. Ça avait été le cas pour Google Street View, quand les voitures Google avaient effectivement capté des données. Photos dans toutes les villes. Exactement. Mais c'est maintenant quand même un message extrêmement fort de l'Europe qu'elle a réussi à porter, contrairement à d'autres domaines. Vous m'avez dit juste en quelques mots, vous m'avez dit 11 000 plaintes depuis, vous avez reçu, enfin la CNIL a reçu depuis le 25 mai, depuis le 26 mai. Moi j'ai une question sur, on le voit avec les entreprises avec qui on travaille sur ces sujets-là, je ne veux pas être trop dans la technique, mais il y a les fameuses BCR qui sont quand même un petit peu importantes quand on veut être une entreprise mondiale et quand on veut avoir les données qui circulent dans nos différentes entités dans le monde. J'ai regardé sur le site de la CNIL, aucune BCR n'a été validée depuis le 24 mai 2018. Que fait la CNIL ? Alors, effectivement, en matière de BCR, c'est vrai qu'il y a eu des procédures de raboutage des référentiels BCR tels qu'ils existaient avant le règlement, avec désormais les nouvelles obligations en termes notamment de renforcement des droits des personnes, le droit à la portabilité qui a fait couler énormément d'encre, qu'il fallait effectivement prendre en considération. Donc c'est vrai que les nouveaux référentiels qui sont effectivement les référentiels qui permettent aux entreprises de déposer ces BCR, qui sont ces codes de conduite interne qui leur permettent d'échanger les données partout dans le monde entre
leur filiale, éviter ainsi de bâtir des contrats dans tous les sens, et qui, au-delà de ça, sont effectivement une proclamation de principes permettant d'établir une relation de confiance et qui fait sens à la fois pour les salariés, pour les clients, pour les fournisseurs, parce qu'on évoquait la question effectivement de la compliance. C'est vrai que la conformité pour la conformité, ce qu'il y a par derrière, c'est pouvoir faire confiance. C'est cette notion de confiance qui est quand même fondamentale. Et on voit bien qu'échanger des données, on ne le fait que si on a confiance dans les personnes avec lesquelles on travaille. C'est vrai pour les questions de données personnelles, mais indépendamment de cela, on voit bien tous les débats autour de la donnée de façon plus générique, où s'il n'y a pas cette confiance, effectivement, il n'y a pas cette volonté de partager. Et en l'espèce, pour les BCR, nous avons des projets de BCR, mais qui avaient comme autorité chef de file notre collègue anglais. Et il est vrai qu'avec la péripétie que l'on vit avec le Brexit, dans la mesure où ces dossiers ont été instruits majoritairement par la France, mais on est dans une procédure à 3. Donc très souvent, les autorités qui ont le plus travaillé sur les BCR, c'est la France, l'Angleterre, les Pays-Bas. Vous aviez peut-être l'Allemagne également. Mais vous voyez que travaillant de façon tripartite et bloqué d'une certaine façon par le Brexit, on est sur le point de réenclencher la procédure et au mois de juin devrait passer effectivement plusieurs BCR. D'accord, ce qu'attendent un certain nombre d'entreprises pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Anne Droissard, quand on a le côté investisseur ou le côté gestion de patrimoine, donc de personnes qui veulent investir et qui viennent vous voir, comment, alors on revient encore un tout petit peu sur l'histoire, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, sans revenir à 40 ans en arrière, comment est-ce que les personnes viennent voir un conseil en gestion de patrimoine, que ce soit des particuliers ou des grandes entreprises ou des fonds? Est-ce que ces évolutions-là, dont on vient de parler, qui sont importantes, qui ont un impact sur la performance de l'entreprise, il y a eu des études assez intéressantes d'ailleurs sur l'extra-financier. France Stratégie en a fait en 2016, qui donnait 13% de différence de performance favorable à ceux qui manipulaient mieux ou qui géraient mieux tout cet extra-financier. Qu'est-ce que vous demandent vos clients qui veulent investir, qui veulent en fait, gagner aussi de l'argent dans leur placement? Il y a une évolution, c'est une prise de conscience? Il y a une énorme évolution qui s'est engagée ces dernières années. Il faut dire qu'au début, c'était uniquement les institutionnels qui avaient ces rapports un petit peu de transparence sur qu'est-ce qu'il y a dans les fonds, qu'est-ce que vous nous proposez, surtout des fonds congrégation, des fonds à dominante religieuse pour les fonds des Émirats, par exemple. Sinon, la vraie évolution s'est faite par rapport à nos clients qui acceptaient même une perte de performance à partir du moment où ils avaient une transparence et ils savaient exactement dans quoi ils investissaient. Et les critères RSE sont devenus vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ceci dit, on a également commencé à regarder pour savoir si ça avait un impact par rapport à la performance des entreprises, parce qu'il ne suffisait pas de leur proposer un investissement qui leur permettait de s'acheter une bonne conscience quelque part, mais aussi de savoir exactement quel était le return sur investissement, le ROI, comme on parle dans notre langage, par rapport à leur investissement. Et là, en fait, effectivement, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on avait un engagement par rapport à tous ces critères de gouvernance sociétale, on avait un accroissement de la performance. Alors cet accroissement de la performance, elle est due sur plusieurs aspects. Il y a premièrement le choix du client, c'est-à-dire que c'est un immense leverage par rapport à une conquête de chiffre d'affaires, puisque il y a des nouvelles attentes par rapport aux clients et les nouvelles technologies ont donné un pouvoir très important aux clients. C'est-à-dire que maintenant, leur opinion et leurs convictions qui étaient jusque-là cantonnées au cercle familial se sont trouvées relayées et ont créé, comme vous pouvez le dire Xavier Hubert, des risques réputationnels qui sont extrêmement importants par rapport à la pérennité de l'entreprise.
l'entreprise. Donc ça, c'est un aspect très important. L'autre aspect également important, c'est de l'augmentation de tous les risques, que ce soit économiques, environnementaux, géopolitiques, sociétals, technologiques. Et le fait de pouvoir créer un écosystème entre toutes les parties prenantes de l'entreprise permettait de diminuer le risque d'un modèle disruptif qui pouvait briser cette chaîne de valeur. Et ça nous a tout de suite apparu comme étant un facteur de pérennité de l'entreprise. Alors il faut savoir, si on le remet dans l'histoire, j'aime bien, quand on commence à parler d'économie, les entreprises, elles ont commencé, c'était les entreprises familiales, si on remonte à certaines années, c'est uniquement depuis la financiarisation des actionnaires et le poids qui s'est vraiment développé vers l'actionnariat, qu'on se retrouve à avoir des critères aussi court-termistes. Et pour nous, la RSE, c'est un des critères qui permet de redonner du temps et repermettre aux entreprises de se projeter dans le temps, avec l'accord justement des clients et de toutes les parties prenantes. Et ça, je pense que c'est un cercle vertueux. Et vous me parlez aussi, dans cette même étude de France Stratégie, qu'il y avait une différence de 20% sur tout ce qui est capital humain en faveur de ceux qui justement savent Tout à fait. Donc ce qui est très important, c'est que dans cette étude de France Stratégie, donc, il y avait 13% qui se décomposent selon quelques critères. Il y a 5% qui sont dus à l'appréciation client, c'est-à-dire au développement du chiffre d'affaires quelque part. Il y a 8% qui sont dus aux aspects sociétaux et 20% qui sont dus au capital humain. Puisque si on se rend compte à l'arrivée dans le marché du travail de cette génération Y, qui a totalement bousculé les codes et la manière d'appréhender les relations au travail, ça devient compliqué. Je ne sais pas, vous avez peut-être tous fait l'expérience de piloter cette génération. C'est des générations qui sont en quête de sens, qui n'ont pas les mêmes horaires, qui n'ont pas les mêmes façons de travailler. Et je pense que la France, pour le coup, n'était pas totalement en dehors de leur modèle de management, qui était plutôt un modèle, on va dire, paternaliste, autoritaire, et pas du tout sur un mode comme il fonctionne, c'est-à-dire collectif, transparent. Et ça, c'était une vraie manière de faire bousculer les habitudes des entreprises. Et du coup, ça permet de fidéliser les salariés, ça permet de donner une vraie dynamique entrepreneuriale et tourner tout, on va sûrement peut-être en parler, des projets d'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui valorise l'entreprise et qui accroît aussi la productivité des employés. Merci. Alexandra Romer, CMS, Francis Lefebvre, avocat. La vie est belle. On a toute cette réglementation qui tombe. Le législateur travaille pour vous. C'est magnifique. Absolument. Absolument, nous sommes ravis. Comment créer de la valeur? Demandez au législateur. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la loi Pacte et de tous ces sujets de l'intérêt social, des RSE et de la raison d'être, qui est un sujet qui fait aussi son actualité en ce moment et a fait aussi l'actualité de façon plus pratique avec Atos qui vient de l'intégrer, sa raison d'être dans ses statuts. La loi Pacte et tout ce qui est en train de se développer sur ce sujet-là, quelle est votre vision d'avocate pour les entreprises? Effectivement, la loi Pacte n'a pas fait que travailler, enfin pour l'instant elle ne fait pas travailler les avocats, mais elle a fait beaucoup travailler aussi les parlementaires, parce que j'ai quand même aussi, pour préparer un petit peu, essayé de regarder tout ce qui a été écrit sur le sujet. Et c'est assez intéressant. Alors, si je reprends sur le texte de la loi Pacte sur lequel je vais me concentrer, c'est donc la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, donc si on essaie de voir quels sont véritablement les éléments un peu novateurs et quels sont les engagements que portent ces dispositions. Tout d'abord, si on envisage l'intérêt social, c'est une consécration d'une jurisprudence de la Cour de cassation que l'on connaît bien et qui est quand même pratiquée par tous depuis très longtemps. Donc jusque-là, ça n'est pas totalement novateur. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on entend effectivement formaliser le souci de préserver l'intérêt de la société
indépendamment de l'intérêt de ses associés. Bon. Alors ensuite, bon, pour un praticien, il faut essayer de comprendre ce qu'on veut dire par prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, en fait, on est en train de dire que le dirigeant doit non seulement tenir compte de l'intérêt social, mais il doit prendre en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Bon, la législation environnementale, la RSE, est du droit positif depuis longtemps, mais on peut aussi s'interroger sur ce que ça veut dire exactement dans le cadre de la prise de décision des dirigeants des sociétés françaises. Alors justement, en travaillant les travaux parlementaires, donc j'ai vu qu'à un moment donné, on évoquait de rajouter une réserve en indiquant que c'est dans les conditions prévues par la loi. Avec cette réserve, c'est vrai que ça venait quand même un petit peu à vider le dispositif de son sens, donc ça a été resupprimé après. Alors, j'ai quand même trouvé une description qui me semble assez pertinente et qui exprime bien le contexte de ce dispositif. Donc, il s'applique à toutes les sociétés civiles et commerciales, quelle que soit leur taille ou leur forme, et elles doivent mettre en place un processus interne de décision permettant une telle prise en considération et permettant ainsi de prouver, en cas d'action à responsabilité contre elles, qu'elles ont bien pris en considération ces enjeux. Donc là encore, on a beaucoup parlé de process, on a beaucoup parlé finalement de système de régulation interne, d'une attente que l'on a vis-à-vis des entreprises. Et là, ça traduit également ce type de considération. Donc, premièrement, cette disposition s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, donc commerciale, civile. Donc, peut-être on aurait pu se dire, tiens, finalement, est-ce que ce ne sont pas finalement les grands groupes qui sont visés ? Et on aurait pu aussi se dire que finalement, des opérateurs qui travaillent en France, mais non pas au travers de sociétés françaises, pourraient être concernés, par exemple les succursales de groupes étrangers, mais pour l'instant, elles ne le sont pas. Et là où ça devient plus difficile, c'est que souvent, quand on conseille les entreprises et les dirigeants, on voit qu'il y a au quotidien des arbitrages à faire. Donc il y a l'arbitrage, et ce texte impose que lorsque on prend une décision, il va falloir démontrer que la décision est bien entendu dans l'intérêt social de la société, mais aussi que l'on a pris en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc à la fois, il faudra établir que ces enjeux ont été examinés lors des décisions. Donc dans ces arbitrages, ça signifie, je vais juste prendre un exemple, par exemple une implantation d'un site industriel, on va considérer que c'est bien pour l'entreprise, mais cela étant, est-ce qu'il ne faudra pas quand même établir dans les procès-verbaux que l'on a pris en compte l'impact environnemental que cette implantation pouvait avoir sur le site. Donc c'est vrai que ça entraîne probablement une réflexion de formalisation. Bon, et je pense que c'est aussi l'esprit du texte. Ce n'est pas nécessairement au départ d'ajouter une couche de responsabilité, mais c'en est une conséquence indirecte si... Vous pensez qu'il va falloir documenter davantage et que ça risque d'être un petit peu lourd à gérer en cas de contrôle. Donc on doit avoir documenté systématiquement toutes les décisions pouvant être impactantes sur ces sujets-là? Disons que je vois difficilement comment autrement on peut établir que l'on s'est conformé à ces textes. Et c'est aussi après une question d'éventuelle mise en jeu de responsabilité. Alors je ne veux pas être trop catastrophiste, mais cela étant, c'est aussi, je pense, c'est l'objet du texte, c'est d'avoir cette prise de conscience sur les enjeux sociaux et environnementaux des décisions. J'aimerais avoir la réaction de nos trois entreprises, Schneider Electric, Thales et Engie. Engie, Xavier Hubert, sur ce sujet précisément, vous m'avez dit, je cite, ça enferme plus que ça n'ouvre. Fermez les guillemets. Comment est-ce que vous voyez justement cette évolution de l'objet social et de cette raison d'être?
Je croyais que nos conversations étaient sous le sceau du secret et des légaux privilèges. J'ai peut-être mal entendu, là. Non, c'est vrai. En réalité, il y a 2 points à distinguer, évidemment, sur la loi Pacte et sur cette modification et la possibilité statutairement d'avoir en réalité une modification de vos statuts avec la prise en compte des enjeux socio-environnementaux. En réalité, à partir du moment où sur la structure d'un groupe, d'une entreprise, je dirais multifiliale, vous commencez à modifier ce type de statut, etc., c'est-à-dire que vous, in fine, plutôt finalement, vous fermez complètement sur uniquement ces 2 objectifs et vous encadrez complètement sur ce carcan. Pourquoi? Parce que comme il a été dit, vous devez documenter. Donc ça veut dire à partir du moment où vous devez documenter, c'est-à-dire que votre liberté d'action devient restreinte parce que vous ne réfléchissez qu'en responsabilité directe vis-à-vis de vos statuts. Donc ça veut dire que l'entreprise, paradoxalement, dans son développement, va s'auto-contraindre et va se limiter dans son développement. Parce que la vraie question va se poser toujours constamment derrière, suis-je bien parfaitement en conformité avec ma responsabilité? Est-ce que je peux la mettre en cause? Elle peut être mise en cause à un coup. Et donc, je pense qu'on arrive sur un effet pervers qui va être celui-ci. En revanche, et c'est là aussi il faut regarder la loi, en réalité, c'est que l'avantage de ce type de statut, c'est qu'au lieu de passer par une structure de groupe, moi, NJ, ma structure de groupe, je modifie mes statuts, je peux créer en revanche des filiales de mission. Et là, sur des filiales de mission, je vais clairement cibler des activités, je vais clairement cibler des interventions sur lesquelles je vais m'engager totalement via mes statuts, mais via mes opérations, totalement sur de vrais objectifs sociaux et environnementaux. Et là, pour le coup, l'efficacité, elle est réelle, parce que je vais structurer, je vais cibler des opérations, et je sais que non seulement je serai capable de le faire, je serai capable de tenir mes engagements, et je serai capable de tenir ma responsabilité. En revanche, si je le fais d'une manière globale, sur des actions globales, où on est sur des activités, que ce soit Schneider, Thales ou Engie, qui ont une très grande diversité, je ne suis pas capable de les tenir sur une très grande diversité d'activités. Donc ça veut dire que là, pour le coup, si je modifie mes statuts, je m'auto-contrains, et si je m'auto-contrains, j'auto-limite mon développement, et in fine, je meurs. Voilà. D'accord. Gilles Vermote, si j'ai bien eu votre non-verbal, votre tête allait de droite à gauche et de gauche à droite. Ça voulait dire que vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait Xavier Hubert? Oh non, c'est qu'une partie de mon équipe est en Inde, donc on ne peut jamais interpréter cette réalité. En tous les cas, sur ce sujet-là, ce dont je peux témoigner, c'est que le chemin est joli. C'est-à-dire que ce dont je peux témoigner, c'est qu'une entreprise probablement beaucoup plus B2B que le NJ, même si NJ travaille beaucoup avec d'autres entreprises. Enfin, une entreprise historiquement d'ingénieurs et très B2B comme Schneider Electric essaye peut-être pour la première fois, collectivement, de ne pas regarder le doigt, mais la lune qui le précise. Et qu'on a l'habitude d'essayer d'expliquer notre métier compliqué au milieu de la transition numérique et énergétique. Et que cet effort qui nous est demandé, d'essayer de dire mais à quoi on sert dans l'enjeu de bien public, de bien général, est une belle discussion, un beau chemin, un terrain d'alignement compliqué, et j'aime ce temps-là. Après, vous savez comme moi qu'avant que quelqu'un ait envie qu'on change la définition de l'entreprise, on ne savait pas qu'il y en avait une. Et probablement, quand on aura fini de faire cet exercice, on l'aura écrit différemment, puis on va passer à autre chose. Mais en tous les cas, dans ce moment-là, avec cette réforme-là, il me semble qu'on a là un moment assez intéressant. Au fond, le thème de cette discussion, c'est la pédagogie et la stratégie, et comment... finalement, tout ce qu'il y a du côté de la compliance, de la manière de le comprendre, de la manière de la mettre en œuvre, est aussi un lieu de pédagogie et de stratégie pour se dire l'entreprise, son avenir, et puis de faire en sorte qu'il soit le plus florissant possible en réduisant tous les risques qui peuvent arriver, et tous les risques liés à la compliance sont aujourd'hui les risques les plus forts de rupture de réputation, et derrière celle-ci, de beaucoup d'efficacité de l'entreprise. Il me semble que c'est un très très bon moment. Et le deuxième point, un peu comme nos principes, une fois qu'on a fait ce travail, rien n'empêche de le faire régulièrement pour faire évoluer le travail qu'on a là. Nulle part il est écrit dans le texte qu'une fois qu'en 2019 ou 2020, les entreprises auront écrit leur raison d'être, elles l'auront écrit pour 30 ans et qu'elles n'auront pas le droit de la changer en 30 ans.
elle peut la changer en 2021, parce que tout à coup, la réalité stratégique d'un monde disruptif dans lequel le numérique change tout fait que l'entreprise fait un métier complètement différent. Donc il me semble que c'est un bel outil qui est un peu comme une virgule pour dire où on est, où on va et amener tout le monde à y réfléchir. D'accord, ce qui veut dire que en fait, le législateur découvre 50 ans de littérature de management stratégique, puisqu'en fait on appelle ça la vision, hein, en fait, en stratégie depuis à peu près 100 ans, et que les législateurs disent ce serait peut-être pas bête, les entreprises avaient une stratégie, une vision. Non, je suis pas d'accord avec vous, parce que vous pouvez, hein. Probablement que tout le monde peut ne pas être d'accord avec moi, mais quand on regarde la vision des entreprises telle qu'elle est définie aujourd'hui, la plupart des entreprises définissent leur métier. Ça c'est la mission, ça c'est mission statement. Oui, mais globalement, quand on lit les visions telles qu'elles sont écrites dans les documents stratégiques des entreprises, on lit beaucoup le métier et pas beaucoup la contribution au bien public de l'entreprise, au bien général de l'entreprise, au bien commun de l'entreprise, c'est le mot que je cherchais, au bien commun de l'entreprise. Et il me semble que là, on a quelque chose qui va transformer la vision pour y mettre plus de bien commun, et ça n'est pas vrai que c'est visible dans les textes officiels de nos entreprises aujourd'hui. J'aurais dû amener les vision statement des entreprises américaines, elles sont assez fortes sur ce sujet-là. On a pris Atos, qui est une entreprise, voilà, c'est la première qui vient de publier ce qu'elle a dit. Alors je vous invite à le lire en anglais, c'est compréhensible. En français, on voit qu'on a du travail à faire pour pouvoir réfléchir au bien commun de nos entreprises. Dominique Lamoureux, puisque j'avais dit les trois entreprises sur ce sujet-là, vous, comment vous voyez l'arrivée dans l'objet social de cette raison d'être ? Moi, j'aurais aimé qu'on se fasse une petite révolution copernicienne. Allez-y. Et notamment par rapport à ce sens. Je crois que, et nous sommes tous des gens qui sont ici, qui ont mis en place des programmes d'intégrité, d'éthique, de compliance, c'est l'objet. Et je pense qu'on s'est totalement trompé. Je crois que c'est-à-dire que c'est une erreur. Qui se voit d'ailleurs en lisant les journaux, parce que 40 ans de FCPA, 20 ans de convention OCDE, il y a toujours autant de corruption sur les questions de droits de l'homme, sur les questions environnementales. Il va vous adorer, Charles Duchesne, dans ses conseils stratégiques. Oui, si vous portez ce discours. Attends, je vais dire, sur ce conseil stratégique, il y a 8 membres qui sont nommés par 4 ministres. Je suis le seul qui vient du secteur privé. Tous les autres sont des fonctionnaires. Je pense que je vais avoir des choses à dire. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup, mais ils sont venus me chercher. Avec une vision vers à moitié plein, ce qui serait assez sympathique et alors, pour les entreprises. On s'est complètement trompé. Et on s'est trompé 2 fois. On s'est trompé à la fois parce qu'on a mis en place, je disais d'ailleurs, cette responsabilité sur les entreprises, mais aussi, deuxième chose, c'est le tool from the top. C'est le top-down, c'est les process qu'on a imposés à l'ensemble de nos collaborateurs et qui viennent, moi je dis très largement d'une culture américaine qui a montré à quel point ça ne marche pas d'ailleurs, parce que regardez le nombre d'entreprises américaines qui sont sanctionnées. Et est-ce qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse justement dans cette grande mutation de notre environnement que vous évoquez, etc. Est-ce qu'il ne faut pas passer de la verticalité du pouvoir à l'horizontalité du savoir? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire du bottom-up, d'intéresser les collaborateurs, de les associer et pas aller chercher chez un consultant, là encore une fois, ou une direction de la communication, le sens de l'entreprise, sa mission, mais essayer de la faire émerger. Non, mais qu'on ne se la raconte pas. Ouais, c'est ça, et essayer de la faire émerger. Sur l'ensemble des process qu'on met en place, si on n'est pas capable de faire de l'appropriation, s'assurer que l'ensemble des collaborateurs ont compris les enjeux, quels sont les risques pour eux, pour leur entreprise, si on n'est pas capable de donner envie de se comporter avec intégrité. Moi je dis, si on ne se rend pas compte que les process ont quand même leurs limites, parce qu'à peine ils ont été mis en place, qu'ils sont déjà dépassés, puis il y a le cas là, il n'a pas été prévu, évidemment, dans des codes de conduite qui feraient 2500 pages, sinon, est-ce qu'on pourrait mettre de la confiance, de l'intelligence, du partage? Et là, est-ce que tout d'un coup, on ne change pas complètement l'ADN de l'entreprise? Et je crois, pardon, très malheureusement, tout ça, c'est pas évidemment c'est de moi, on sent qu'il y a
actuellement une exigence, et c'est dit par les philosophes, c'est dit par les sociologues, c'est dit par tous ceux qui réfléchissent sur le management, qu'il faut changer. Changer nos habitudes, changer nos comportements et essayer de réinventer, comme je dis, une nouvelle gouvernance. Et dans ce monde complexe, interconnecté, en mutation permanente, vous connaissez le discours, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on remette l'homme au centre? L'humain. Xavier Hubert, il y a une petite critique sur les processus, mais j'ai bien aimé le passer de la verticalité du pouvoir à l'horizontalité du savoir, si j'ai bien retenu ce que vous avez dit. Ça fait un peu consultant. Un partout. Ça fait un partout. Xavier Hubert, sur ce sujet-là, ça veut dire en fait ce que dit Dominique, c'est l'appropriation totale et c'est de passer à la compliance par la culture, plus que, je fais l'exégèse si vous êtes d'accord, mais plus que la compliance par la procédure. Ça rime, hein. Donc, est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on arrive dans une entreprise avec des milliers de collaborateurs à faire évoluer autant que faire se peut cette culture et de replacer l'humain au centre, comme a dit Dominique? Je dirais, en réalité, ce mouvement, on n'a même pas besoin de le penser, ni de le concevoir, ni de le réguler ou l'imposer par Juste le micro, Xavier. Ou l'imposer par le législateur. En réalité, ce mouvement, il se fait naturellement. Et je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise où le B2C est extrêmement minoritaire. Où, globalement, sur 150 000 collaborateurs, on a à peu près 60 000 ingénieurs. Ou valeurs ingénieurs. Aujourd'hui, quand on recrute des jeunes ingénieurs ou équivalents ingénieurs, on ne les recrute pas, ou exclusivement pas sur un salaire, sur un poste, sur une fonction, mais sur un projet d'entreprise. Le projet d'entreprise, ce n'est pas de dire je vais construire la tour la plus haute du monde. Le projet d'entreprise, ça porte totalement sur les engagements sociétaux, environnementaux, etc. Et ce projet d'entreprise, il est aujourd'hui X, demain il sera Y, et après-demain il sera Z. Il change, il évolue, il change avec le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, les questions sur le RGPD, les questions sur le harcèlement, les questions sur la lutte contre la fraude, on ne les pose pas du tout en 2019 dans les mêmes termes qu'on les posait en 2010 ou en 2012 ou en 2009. Donc ça veut dire que là, pour le coup, les entreprises, aujourd'hui, ce mouvement il est complètement naturel. Et notre main-d'œuvre, nos techniciens, notre savoir horizontal, il est extrêmement mouvant. C'est-à-dire que les jeunes ingénieurs, les techniciens, ils ne restent pas chez vous si le projet ne leur plaît pas. Parce qu'ils savent qu'ils vont trouver ailleurs, ils savent qu'ils vont aller sur d'autres projets, sur d'autres modèles. Et qu'un des moyens de les retenir, c'est aussi d'avoir ce projet. Ce n'est pas le seul, c'est évident, il y a l'intéressement, il y a le mode de décision, il y a la rémunération, il y a des positionnements, etc. Mais c'est un des moyens, c'est celui-ci. Donc, pour le coup, le phénomène, il est fondamentalement naturel. Deuxièmement, vous l'avez exactement le même phénomène, enfin naturel, parce que quand vous déployez aujourd'hui sur des projets, encore une fois, sur l'efficacité énergétique, sur la gestion de la data, avec tous les sujets des données personnelles, etc., encore une fois, c'est ce projet d'entreprise, les garanties que vous donnez, les engagements que vous prenez, qui, in fine, font que vous êtes concurrentiel ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes concurrentiel par votre stratégie, par votre technologie, par vos coûts, par le service que vous rendez, mais vous êtes aussi concurrentiel par rapport à ce projet. Et si vous ne l'avez pas, pour le coup, ça ne passe pas. Donc, et vous ne gagnez pas. Donc, en revanche, c'est pour revenir sur le sujet, de dire que c'est inscrit dans le marbre, dans mes statuts, avec une majorité de 2/3 pour le modifier, c'est-à-dire que vous vous liez et vous n'êtes pas capable du tout d'avoir de l'agilité derrière. Comme je dis aujourd'hui, un projet d'entreprise en 2019, je suis absolument certain qu'en 2022, notre projet d'entreprise aura évolué. Il n'aura pas fondamentalement changé, mais il aura évolué. Si tous les ans, je dois changer mes statuts pour être certain que je colle par rapport à mes objectifs, je ne suis pas sorti. Merci. Alexandra, vous aviez à peu près le même point de vue, si je peux rappeler notre entretien confidentiel. Et ce que vous me disiez aussi, au-delà de... ça bloque un peu parce qu'il faudrait changer peut-être pas annuellement, mais relativement souvent. On parlait d'Atos, Thierry Breton a considéré qu'une année était égale à 6 mois, donc il veut donner par cela une accélération à l'ensemble de son entreprise. Donc la vitesse devient même un facteur différenciant aujourd'hui. Vous disiez que ça peut aussi donner du leverage en bon français
aux tiers, à des associations, à des entreprises, des parties prenantes externes pour venir titiller légèrement l'entreprise qui serait en dehors de son objet social. Vous voyez ces choses-là arriver, vous les anticipez ou il y a déjà des cas précis, sans bien évidemment les citer? Bon, disons que ça, c'est la grande zone d'ombre. C'est la jurisprudence qui tranchera. Mais c'est vrai que quand on regarde, il y a quand même certaines décisions qui permettent de considérer qu'un salarié pourrait se prévaloir de dispositions statutaires alors qu'il est un tiers. Donc les textes parlent d'enjeux sociaux et environnementaux. Donc c'est vrai que ça reste quand même une zone d'incertitude. Il y a quelques auteurs qui ont été extrêmement inquiets sur le sujet, d'autres ne le sont pas. L'esprit des textes ne l'est pas, effectivement. L'idée n'est pas d'ajouter une couche supplémentaire de responsabilité en dehors de l'entreprise, mais effectivement entre le dirigeant et son actionnaire. Mais pour l'instant, il faudra attendre que ce soit tranché. Peut-être juste aussi pour la raison d'être, ce que je trouvais assez intéressant dans la raison d'être, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est vrai que le chemin est très joli. En ce qui concerne les textes et les commentaires des auteurs, certains l'ont considéré un peu comme une compliance volontaire. Et je trouve que c'est assez intéressant de se dire finalement on va se doter d'un outil qui donnera un cadre, potentiellement avec des limitations. Est-ce qu'on le souhaitera? Est-ce qu'on ne le souhaitera pas? Mais il y a effectivement cette tendance aussi de proposer un projet pérenne. Et je crois que ça, c'est important dans tout ce qu'on a pu lire sur la raison d'être. C'est de proposer l'entreprise avec un peu un ADN pérenne. Et ça, c'est aussi probablement un peu nouveau. Gilles, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, je voudrais aussi poser cette question sur une vision internationale, y compris d'actualité. Il se trouve que Lachmann a été pendant assez longtemps, pendant qu'il était président de Schneider Electric, le président de la Fondation du droit continental, qu'on parle aujourd'hui le jour où Vigeo vient de se vendre à Moody's, qui est une société d'analyse financière américaine, et que comme directeur développement durable de Schneider Electric, j'ai une partie de mon métier qui est de répondre à des agences autour de la planète sur les enjeux de responsabilité sociale d'entreprise, de développement durable, pour que mon entreprise soit listée au Dow Jones Sustainable World, dans plein d'indices où c'est important d'être pour un certain nombre d'investisseurs pour continuer d'être dans l'entreprise, et en particulier des investisseurs de moyen long terme. Il y a une guerre en ce moment sur ce sujet, entre la vision de tous ces sujets de responsabilité, de développement durable, de compliance, etc., américains, et la vision qu'on peut avoir dans un continent européen latin, pour parler surtout du sud de l'Europe. Et on voit bien que dans celle-ci, ce dernier est en train de perdre. Ce qui fait l'ADN de nos entreprises et de la responsabilité, né d'ailleurs avant que dans d'autres, dans ces lieux-là, le passage de Vigeo chez Moody's ce matin est une très mauvaise nouvelle. On aime ou on n'aime pas Vigeo, là n'est pas la question. La question, c'est que ça n'était plus que le seul cabinet d'analyse extra-financier continental européen, qui avait racheté tous les autres, italiens, etc., et qui, là, qui, vous rappelez précédemment, était lié à Fitch, lequel était certes anglo-saxon, mais qui appartenait à cette époque-là à l'Adré de la Charrière, donc on peut dire un certain nombre de choses. Il se trouve que là, nos entreprises n'ont bientôt comme unique censeur de toutes les questions qu'on aborde aujourd'hui, on en aborde beaucoup, la compliance, la responsabilité, le développement durable, la mesure, l'investissement socialement responsable. Il se trouve qu'aujourd'hui, plus qu'hier, les seuls acteurs de jugement de tout ça sont plutôt américains ou plutôt de cette réalité anglo-saxonne-là, qui pour les entreprises qui sont ici et historiquement françaises ou européennes, ça n'est pas une mince affaire, parce que notre compréhension de tous ces sujets est un peu différente. Et par exemple, quand aujourd'hui on interroge toutes nos entreprises pour savoir si on veut devenir Bicorp, on est à peu près dans la même réalité.
Se dire que nos entreprises européennes, nos acteurs de droit européen, nos acteurs de construction de labels, de référentiels, tout ce qu'on veut, n'ont rien inventé, et qu'aujourd'hui on nous demande de savoir si on veut être responsable, est-ce qu'on doit se confronter à une mesure, une vision, une réalité américaine sur le sujet. Et je pense que, je ne suis pas sûr que simplement la question de la raison d'être sera suffisant par rapport à tout ce que je viens de décrire. Il est urgent qu'en Europe, on est sur ce sujet-là, y compris pour des raisons de protection, la capacité d'avoir des initiatives qui puissent être des références pour les Européens et aussi pour les autres. Force est de constater aujourd'hui qu'on vient de perdre une bataille. Anne Droissard, sur ce point précis des agences de notation sur le financier, extra-financier, l'agence de Nicole Notat qui vient ce matin d'annoncer qu'elle se vendait à un anglo-saxon, et sur l'ensemble de cette évolution d'analyse financière, qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous voyez, vous, au niveau d'évaluation des entreprises ? Alors avant de parler un petit peu des agences de notation, je pense que la RSE est actuellement incontournable, et donc ne pas l'intégrer, et dans le rapport de France Stratégie que vous évoquiez sur l'augmentation de la performance, je pense ne pas l'intégrer à la stratégie de l'entreprise est une erreur monumentale. Alors, savoir est-ce qu'on le fait d'un biais réglementaire ou non réglementaire, cette étude de France Stratégie disait que le biais non réglementaire était beaucoup plus efficace que le biais réglementaire. Parce que c'est vraiment en pouvant l'intégrer au cœur de la stratégie, et ça permet parfois même de la repenser totalement. Quand je lis, moi, la raison d'être de Michelin, par exemple, c'est offrir à chacun une nouvelle façon d'avancer. C'est intéressant parce que du coup, c'est passé d'un modèle économique où on coupait des arbres et des EVA pour en faire du caoutchouc à de la location de pneus. C'est quand même une évolution en termes climatiques et environnementaux absolument énorme. Donc je trouve que se pencher un petit peu sur la raison d'être, c'est extrêmement intéressant. D'autre part, par rapport à votre profession, parce que moi, je ne suis pas du tout juriste non plus, mais plutôt intéressé à tout ce qui va être valeur ajoutée. Je pense que vous êtes au cœur d'un système sur lequel vous avez tout à prendre, puisque très clairement, les risques sont de plus en plus importants, la réglementation est de plus importante, la manière de la formuler, de la mettre en œuvre est quelque chose de très important, et vous êtes, à mon avis, les acteurs les plus à même et les plus crédibles dans l'entreprise pour pouvoir l'organiser à partir du moment où vous êtes vraiment intéressé à mettre en place une vraie valeur ajoutée par rapport à tous les services. Et je pense que le rôle de maître d'orchestre que vous pouvez prendre est absolument énorme. La digitalisation et tous les aspects tech va permettre sûrement de réduire les aspects coûts liés à cette nouvelle réglementation, les aspects pratiques, et permettre de se reconcentrer sur vraiment le développement stratégique et repenser ces business models. Intéressant, vous prenez la même expression que Nicolas Guérin sur ce fameux chef d'orchestre que devient vraiment le directeur juridique sur l'ensemble de ces éléments-là pour la création de valeur surtout. Je pense que c'est extrêmement important, et ça rejoint un petit peu les organes de gouvernance que l'on met en place, nous, dans toutes, soit les startups que j'accompagne, soit les entreprises dans leur externalisation. Oui, je n'ai pas dit qu'à travers gouvernance et valeurs, vous accompagnez. Non, mais dans leur développement à l'international. On est obligé de repenser son business model. C'est incontournable. Et d'intégrer l'ensemble de ces problématiques réglementaires et de minimiser au mieux les coûts. Je pense que tout le développement technologique va être un levier de croissance absolument énorme pour recentrer, et je rejoins tout à fait ce qu'a pu dire Dominique, je pense, recentrer l'humain au cœur du débat, parce que c'est le plus important, c'est ce qui fait la valeur des sociétés. Merci. On a juste pour habitude, nous, rien pour les startups, on parie sur un homme en général quand il pitch, pas sur une idée. En général, c'est le porteur de projet. Ou sur une femme. On va demander à la salle si elle veut poser des questions. Je suis tellement passionné que j'ai oublié de vous demander si vous voulez poser des questions. Sachant que vous inquiétez pas, j'en ai encore un bon paquet pour tenir 1 heure. Ça y est, on a le micro. Qui veut prendre la première question ?
comme ça vous pouvez vous chauffer. J'en ai une parce qu'on a parlé de création de valeur, on a parlé de compétitivité. J'aimerais avoir votre point de vue, Sophie, sur la compétitivité, le RGPD, le RGPD et la donnée personnelle, qui souvent sont plutôt un oxymore, hein, RGPD et compétitivité, mais qui, de votre point de vue et du point de vue de la CNIL, est au contraire est quelque chose de très important. Comment est-ce que vous voyez et comment est-ce que vous pouvez expliquer aux entreprises et à leurs dirigeants que le RGPD est un outil de compétitivité? Alors effectivement, c'est vrai qu'on oppose souvent réglementation et innovation. Et on dit, mais enfin, si nous n'avons pas pu créer des Google et des Facebook, c'est à cause de la protection des données personnelles. Bon. C'est vrai qu'on a le dos large, mais enfin, bon, je pense qu'il y a bien sûr des tas d'autres raisons, et en particulier le RGPD, justement, il libère beaucoup plus que dans la réglementation précédente, qui était d'une part très, très fragmentée, puisque une directive de 95 qui avait été transposée de façon très différente d'un pays à l'autre faisait que ce n'était pas du tout les mêmes pratiques, doctrines, alors que là on a donc un texte d'application directe. C'est vrai qu'il est tellement large comme spectre qu'il y aura matière bien sûr à construire une doctrine européenne en la matière, mais enfin on a quelque chose, un cadre clair et solide et qui permet davantage que précédemment effectivement l'innovation, tout simplement parce que on bascule d'un système d'autorisation préalable qui, il est vrai, était lourd, à un système effectivement de responsabilisation où en fait au travers des analyses d'impact que font les entreprises, elles apprécient elles-mêmes le risque, elles n'attendent pas que le régulateur donne un accord. Donc c'est vrai que par rapport à la revendication d'avoir des bacs à sable, de facto les analyses d'impact peuvent jouer ce rôle. Le règlement prévoit pour tout ce qui est projet de recherche des allègements en termes d'information des personnes et de recueil de leur consentement pour faciliter justement les recherches. Et puis en lui-même, il porte les germes d'innovation en libérant la possibilité d'avoir de nouveaux services au travers du droit à la portabilité des données, permettant à des nouveaux acteurs d'entrer effectivement sur des marchés. Donc je dirais que pour toutes ces raisons, il est un facteur de compétitivité et d'innovation. Et pour les entreprises, eh bien, je dirais qu'on a eu l'occasion de faire pour les petites et moyennes entreprises, ce n'est donc pas vous, un petit outil avec la BPI pour leur rappeler effectivement ce qu'était cette fameuse protection des données personnelles et leur rappeler des règles de bon sens. C'est-à-dire qu'une fois encore, avoir une bonne visibilité sur les données dont on dispose au travers de la cartographie des traitements, c'est vrai que c'est une règle de bonne gestion qui permet une meilleure productivité, parce que qui dit innovation dit données fiables, pertinentes. Les data scientists, ils ne sont pas hors sol, ils sont forcément rattachés à une activité, un métier, une expertise, une expérience de professionnel, et donc il est indispensable effectivement de pouvoir savoir de quelles données, et une fois encore pertinentes, fiables, mises à jour, sinon ça n'a aucun intérêt et on ne pourra pas faire mouliner les algorithmes d'intelligence artificielle pour effectivement... et c'est la raison pour laquelle on voit bien que cette notion de porter la protection des données le plus en amont possible dans le développement des nouveaux services fait sens. Quand on a discuté avec les acteurs de la FIAC et bien évidemment Schneider Electric sur le pacte de conformité compteur communicant, c'était essentiellement parce que là, les industriels de la domotique s'étaient dit mais il nous faut effectivement pouvoir montrer qu'on déploie de nouveaux services et produits permettant d'intégrer cet aspect de protection des données pour, une fois encore, montrer qu'on a un label qualité. On est vecteur, effectivement, de confiance dans l'utilisation de ces nouveaux produits. Et ça fait de plus en plus sens. Et c'est effectivement ce qui fait notre ADN. Merci beaucoup. Le chemin et la voie est belle, comme vous avez dit tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Il est 16h20. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté.